Je m'appelle Jean, et je suis mineur depuis plus de 20 ans. Ce n'est pas le travail le plus facile, ni le plus sûr, mais c'est ce que je sais faire de mieux. Chaque jour, je descends dans les profondeurs de la terre avec mes camarades, et chaque jour, nous faisons face aux risques avec courage. Nous connaissons les dangers, l'obscurité, l'humidité, les rochers instables, les gaz toxiques. Nous avons appris à vivre avec ces risques, mais rien ne peut vraiment vous préparer à ce qui est arrivé ce jour-là. C'était une journée qui devait être comme les autres. Nous étions descendus dans la mine pour une longue journée de travail, vêtus de nos combinaisons, casques et lampes frontales. La chaleur était écrasante, l'air lourd, et chaque respiration semblait se charger de l'odeur du charbon et de la roche. J'étais avec mes hommes, Ahmed, Pierre, Michel, Louis, des gars solides, des frères pour moi. La mine était notre maison, et nous y avions tous trouvé un but. Ce jour-là, nous ne savions pas que les galeries que nous empruntions allaient devenir un piège dont nous peinerions à sortir. Le sol a commencé à trembler sans préavis. Un grondement sourd est monté des entrailles de la terre, et tout à coup, c'était comme si le monde s'écroulait autour de nous. Des tonnes de roches se sont mises à tomber, des poutres de soutien cédaient avec des craquements épouvantables. J'ai crié à mes hommes de se mettre à l'abri, mais tout s'est passé si vite. Le bruit était assourdissant, la poussière envahissait tout, étouffant chaque son, chaque respiration. Lorsque le silence est finalement revenu, il ne restait que l'obscurité, une obscurité totale, étouffante. Je me suis relevé, mes oreilles bourdonnant encore du vacarme de l'effondrement. Ma lampe frontale était encore intacte, et je l'ai allumée pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Autour de moi, mes camarades étaient à terre, tous secoués mais vivants. C'était un véritable miracle. Pierre était recouvert de poussière, Ahmed avait une coupure sur le front, mais nous étions tous là. J'ai pris un moment pour vérifier chacun d'entre eux, en me rassurant que personne n'avait de blessures graves. Le soulagement était palpable, mais ce n'était que le début. Nous étions piégés. Les principales galeries étaient obstruées par des tonnes de roches, et il était clair que sortir d'ici ne serait pas chose facile. J'ai demandé à mes hommes d'allumer leur lampe frontale et d'évaluer la situation. Nous étions coupés de la sortie, enfermés dans une cage de pierre sans aucun moyen direct de contacter la surface. Mais je savais que nous devions rester calmes. La panique est une chose qui tue aussi sûrement que l'effondrement lui-même. Louis, le plus jeune du groupe, a commencé à céder à la peur. Ses yeux s'étaient élargis, et il hurlait que nous ne sortirions jamais d'ici. Je l'ai pris à part, posé mes mains sur ses épaules et essayé de le calmer. Je lui ai parlé doucement, lui rappelant qu'il était entouré de ses frères, qu'ensemble, nous trouverions une solution. Après un moment, il a commencé à reprendre son souffle, et je l'ai ramené avec les autres. Mais je savais que ce ne serait que le premier élan de panique parmi bien d'autres. Pierre, l'un de mes hommes les plus expérimentés, a soudain levé la main pour signaler quelque chose. Une odeur étrange flottait dans l'air, quelque chose de métallique, presque étouffant. Mon cœur s'est serré. J'ai sorti le détecteur de gaz que nous avions toujours avec nous, et mes craintes se sont confirmées, les niveaux de monoxyde de carbone augmentaient dangereusement. Sans perdre de temps, j'ai ordonné à tout le monde de mettre leur masque à gaz. Nous devions limiter l'inhalation autant que possible si nous voulions survivre. Une fois les masques en place, j'ai pris Ahmed, mon adjoint, et nous avons décidé de partir en reconnaissance. Nous ne pouvions pas rester immobiles. Nous devions trouver une issue, une galerie qui ne serait pas obstruée, quelque chose qui nous permettrait de sortir ou, au moins, d'atteindre une zone plus sûre. Les galeries étaient sombres et étroites, les roches craquaient sous la pression, et chaque pas nous semblait risquer de provoquer un nouvel éboulement. Le plafond menaçait de s'effondrer à chaque instant, et nous avons dû reculer plusieurs fois, le cœur battant. De retour au campement improvisé, nous avons décidé de nous installer dans une galerie relativement stable. J'ai demandé aux gars de rationner les provisions. Nous ne savions pas combien de temps nous serions coincés ici, et chaque bouchée comptait. Les visages étaient graves, la peur était palpable, mais je savais que je ne pouvais pas montrer la moindre faiblesse. Certains d'entre nous commençaient déjà à montrer des signes d'épuisement, et je devais être celui qui les maintiendrait en mouvement, qui les encouragerait à ne pas abandonner. Nous avons essayé de contacter la surface via notre radio, mais il n'y avait aucune réponse. Les ondes étaient probablement bloquées par la masse de roches au-dessus de nous. Cet isolement était peut-être le plus difficile à supporter. Savoir que nous étions coupés du monde, que personne ne savait exactement où nous étions ni dans quel état, était terrifiant. Mais nous devions continuer à essayer, encore et encore. En explorant un peu plus loin, Ahmed et moi sommes tombés sur une poche d'air vicié. L'air était irrespirable, et nous avons dû rebrousser chemin rapidement. Suffocant presque, nous avons rejoint les autres, le souffle court. J'ai alors pris la décision de consolider les soutènements des galeries où nous nous trouvions.
Nous ne pouvions pas nous permettre un nouvel effondrement. Avec des poutres et des planches trouvées ici et là, nous avons travaillé à stabiliser les tunnels, nos gestes lents mais déterminés, nos corps tendus sous le stress constant. Le détecteur de gaz a commencé à émettre des bips continus, signalant une défaillance de la batterie. Sans lui, nous ne pourrions plus repérer les zones dangereuses. C'était un coup dur, et cela ajoutait encore à la pression que nous ressentions tous. Puis, un second effondrement s'est produit. Cette fois, c'était un tunnel adjacent, et une partie du groupe s'est retrouvée piégée. Nous nous sommes précipités pour déblayer les débris, travaillant sans relâche, chaque seconde comptant pour sauver nos camarades. Michel a été blessé dans l'effondrement. Sa jambe était prise sous un rocher, et il souffrait terriblement. Avec Ahmed, nous avons improvisé une attelle avec des morceaux de bois pour stabiliser sa jambe, mais la douleur était écrasante pour lui. J'ai fait de mon mieux pour le rassurer, lui promettant que nous sortirions d'ici. Les provisions diminuaient, et chaque mineur ne recevait que de petites portions. La faim se faisait sentir, mais nous devions tenir bon. L'eau était aussi un problème. Nos gourdes se vidaient rapidement, et sans eau, nous savions que nos chances de survie s'amenuisaient. Nous avons entendu des bruits lointains à un moment donné, peut-être des secouristes creusant, mais il était impossible d'en être certain. Ce mince espoir a suffi à maintenir le groupe en mouvement. J'ai partagé ma lampe frontale avec Louis lorsque la sienne s'est éteinte, sachant que la lumière était essentielle pour garder le moral. Pierre a commencé à suffoquer. Son masque ne fonctionnait plus correctement, et il était en train de perdre conscience. Sans hésiter, je lui ai donné mon propre masque, prenant des risques pour maintenir mon camarade en vie. Nous avons ensuite élaboré un plan désespéré, atteindre un ancien puits de ventilation plus loin dans la galerie. Cela semblait être notre seule chance de trouver de l'air frais et peut-être d'établir un contact avec la surface. La route vers le puits était semée d'embûches. Chaque pas était une lutte contre la peur, chaque mouvement pouvait provoquer un éboulement. Nous avons traversé une flaque d'eau contaminée, sachant que nous n'avions pas d'autre choix. Lorsque nous avons finalement atteint le puits, nous avons été découragés de le trouver obstrué par des débris. Mais nous ne pouvions pas abandonner. Avec Ahmed, nous avons commencé à dégager le passage, espérant que cela nous donnerait un peu d'air. Les minutes semblaient des heures alors que nous déplacions chaque pierre, chaque morceau de bois qui obstruait le puits. Nos mains étaient écorchées, nos muscles brûlaient sous l'effort constant, mais nous ne pouvions pas nous arrêter. L'air était de plus en plus vicié, et chaque respiration devenait une lutte. Les visages de mes hommes étaient marqués par la fatigue et la peur, mais je voyais aussi cette détermination farouche qui nous avait toujours définis. Nous étions des mineurs, nous étions habitués à lutter contre l'obscurité, contre la terre elle-même. Soudain, un bruit métallique distinct a retenti de l'autre côté du puits. Un bruit différent, un bruit humain. Je me suis arrêté, tendant l'oreille, et mes camarades ont fait de même. C'était un son répétitif, un son qui ne pouvait être que celui des secouristes. Mon cœur s'est emballé, et j'ai crié à mes hommes de redoubler d'efforts. Ce n'était pas le moment de faiblir, nous étions proches. Très proches. Louis, malgré sa jeunesse et sa peur, s'est jeté sur les débris avec une énergie nouvelle. Ahmed et moi avons fait de même, nos gestes devenant presque frénétiques. Nous devions atteindre cette lumière, cet espoir. Les coups de l'extérieur se faisaient de plus en plus clairs, et cela nous donnait la force de continuer, de ne pas céder à la fatigue qui nous rongeait. Michel, allongé un peu plus loin, était visiblement à bout de force. Sa respiration était irrégulière, et il se battait contre la douleur. J'ai demandé à Pierre de rester près de lui, de s'assurer qu'il ne perde pas connaissance. Je ne pouvais pas imaginer perdre un des nôtres à ce moment-là. Pas quand l'espoir de sortir de cette tombe de pierre était enfin à notre portée. Nos efforts pour dégager le puits ont duré ce qui m'a semblé être une éternité. Le métal de nos pioches frappait la pierre avec une régularité implacable, chaque coup résonnant dans les galeries. Mes bras me brûlaient, mes genoux tremblaient sous la pression, mais je n'ai pas arrêté. Nous n'avons pas arrêté. Ahmed, à côté de moi, transpirait à grosses gouttes, ses yeux rivés sur les débris devant lui. La fatigue était inscrite sur chacun de nos visages, mais l'idée de la liberté nous poussait à aller de l'avant. Soudain, une lumière vive a traversé une fissure que nous avions dégagée. Je me suis arrêté net, le souffle coupé. Une lumière artificielle, un faisceau qui s'est frayé un chemin dans notre obscurité. Un murmure a traversé le groupe, et j'ai senti les larmes monter. Ahmed, qui était juste à côté de moi, a poussé un cri de joie, et Pierre a frappé du poing sur le sol en signe de victoire. On y est presque, les gars. Et je criais, ma voix rauque, à moitié brisée par l'émotion. Le groupe entier s'est animé, nos gestes redevenant précis et puissants malgré l'épuisement. Chacun savait ce qu'il avait à faire. Nous avons travaillé avec une énergie renouvelée, luttant pour agrandir l'ouverture, pour atteindre enfin cette lumière qui nous appelait.
la lumière est devenue de plus en plus forte, jusqu'à nous éblouir presque. J'ai dû cligner des yeux pour m'habituer à sa clarté, et c'est alors que j'ai entendu la voix d'un secouriste. Ici. Nous sommes ici. Et je criais, ma voix se répercutant contre les parois rocheuses. Leurs voix sont parvenues en réponse, pleines de détermination. J'ai senti une vague d'émotion m'envahir. Nous étions sauvés. Louis et Ahmed ont continué à dégager l'ouverture jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment large pour qu'on puisse y passer. L'air frais s'est infiltré dans la galerie, un souffle vivifiant qui nous a remplis de soulagement. J'ai pris Michel, toujours affaibli, et avec l'aide de Pierre, nous l'avons hissé vers la surface. Le premier contact avec la lumière du jour, après ce qui semblait être une éternité passée dans les ténèbres, a été une expérience bouleversante. Un par un, mes hommes ont été évacués. Ahmed est monté après Louis, puis ce fut le tour de Pierre. Je suis resté le dernier, m'assurant que tous mes camarades étaient en sécurité avant de quitter cet enfer. L'échelle en corde s'étendait devant moi, et je l'ai agrippée avec une force renouvelée. Monter cette échelle a été l'une des expériences les plus difficiles de ma vie, chaque échelon me rapprochant de la liberté, de l'air pur, de la vie. Lorsque j'ai atteint la surface, la lumière du soleil m'a aveuglé, et l'air frais a envahi mes poumons. J'ai pris une profonde inspiration, mes genoux se dérobant sous moi. J'étais épuisé, vidé de toute force, mais vivant. J'ai regardé autour de moi, mes yeux s'ajustant à la lumière du jour. Les secouristes, habillés de leurs combinaisons fluorescentes, s'affairaient autour de mes camarades, et j'ai vu les visages de mes hommes, fatigués mais vivants. Je me suis effondré sur le sol, mes mains tremblantes, des larmes roulant sur mes joues. Les émotions étaient trop fortes à contenir. J'ai senti une main sur mon épaule, un secouriste qui m'aidait à me redresser. Je l'ai remercié d'un signe de tête, incapable de parler. Autour de nous, les équipes de secours continuaient à travailler, mais tout ce que je pouvais entendre était le battement de mon propre cœur, le souffle de mes hommes, la vie qui revenait peu à peu. Nos familles attendaient un peu plus loin, des visages inquiets, des yeux rougis par les larmes. Lorsque nous avons été réunis, ce fut une explosion d'émotions. Je me suis retrouvé dans les bras de ma femme, ses larmes coulant sur mon cou, ses mains tremblantes me serrant contre elle comme si elle ne voulait plus jamais me laisser partir. Louis a retrouvé sa mère, Ahmed sa femme, Pierre son frère. Des étreintes, des larmes, des rires nerveux, le soulagement d'être en vie. Assis sur une civière, Michel a levé son pouce vers moi, un sourire faible mais sincère sur ses lèvres. J'ai souri en retour, me disant que nous avions réussi, que malgré toutes les chances contre nous, malgré la peur, la douleur, la fatigue, nous avions survécu. J'ai regardé mes camarades, mes frères, et j'ai su que jamais je n'oublierai ce que nous avions traversé ensemble. Cette expérience nous avait changé, elle avait gravé en nous quelque chose d'indélébile. La mine n'était plus seulement notre lieu de travail, elle était devenue notre tombeau temporaire, un endroit où nous avions vu nos peurs les plus profondes et où nous avions lutté contre elles. Et pourtant, elle était aussi le lieu où nous avions trouvé notre force, notre courage. L'endroit où, ensemble, nous avions survécu aux ténèbres.